Federico. Je suis très ravie de vous voir parmi nous, nos chers étudiants, enseignants et anciens de mesure. Je suis très ravie d'inviter aujourd'hui l'association et à inviter aujourd'hui Madame de Camoun, ancienne de l'IEG en marketing et la PDG de Bourg-Mandis, et Madame Farah Mekni excusez-moi. Donc voilà, donc fondatrice du cabinet Alliance, consultante business coach certifiée et formatrice spécialiste en ressources humaines, accompagnement du changement et conduite du projet complexe. Bon, j'allais introduire un peu l'association, mais le jour où Madame Farah, on a prévu 45 minutes pour votre présentation, mais je suis d'accord. Ok, donc je passe la parole directement à Madame Farah. Présenter d'ailleurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et merci pour l'invitation. Merci Madame Lab et aussi de m'avoir fait participer à cette matinée. Donc je me présente effectivement, je suis consultante en ressources humaines. J'ai un parcours un peu atypique parce que en fait j'ai commencé dans l'informatique, donc par le développement, j'ai fait du contrôle de gestion. J'ai fait de la finance, j'ai fait de l'entrepreneuriat et ensuite j'ai fait du consulting pendant une quinzaine d'années en France. Et de retour en Tunisie, j'ai aussi plusieurs expériences, notamment encore dans l'informatique, mais en tant que directrice marketing et commerciale, business développement, et puis après j'ai évolué vers la finance, le contrôle de gestion et enfin les ressources humaines. Donc je suis dans les ressources humaines depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai été même peut-être depuis 2007, je ne sais plus combien ça fait. J'ai été plus de 13 ans DRH, donc DRH dans le technique, dans l'IT des services, mais aussi dans l'industrie. Et j'ai fait en fait une expérience où j'ai appris les RH côté consulting et ensuite côté client. Et je suis revenue au consulting depuis quelques années, donc depuis 4 ans, et en même temps depuis une douzaine d'années, je suis aussi dans le coaching et le développement personnel. Voilà, donc j'ai fait un peu tous les contours de l'entreprise et je sais qu'ici il y a des profils marketing, des profils ressources humaines et des profils IT. C'est pour vous dire aussi qu'une carrière, c'est pas un seul trait toujours figé et qu'on peut faire plusieurs chemins en fait. Donc, et on fait son chemin selon aussi ce qui nous intéresse et selon les opportunités de développement que nous avons à faire. Donc voilà, je serais ravie de répondre à vos questions en fin de séance. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans la thématique de la marque employeur qui, comme vous allez voir, concerne à la fois les ressources humaines mais aussi les professionnels du marketing. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui c'est de vous expliquer, vous sortir de cette séance avec c'est quoi la marque employeur, en quoi ça consiste, quel est le lien avec les ressources humaines, quel est le lien avec le développement de l'entreprise et aussi est-ce que c'est vraiment une nécessité ou c'est une mode, avec quelques exemples donc, que moi j'ai apportés de mes expériences et ensuite on va avoir un exemple concret avec le cas Bourg-Mandis et Madame Ladia qui va royalement vous présenter tout ce qu'elle fait de beau en interne. Alors, juste pour avoir une idée sur l'assistante, qui a déjà entendu parler de marque employeur? Si vous pouvez lever la main. D'accord. 4-5 personnes. Ok, donc c'est plutôt une découverte alors. Ok, donc on va découvrir ça ensemble. Et à votre avis, est-ce que c'est une nécessité ou une mode comme ça, le ressenti, l'intuition? Nécessité. Bon, on va voir si c'est le cas. En fin de séance, vous me direz si vous êtes convaincus. Okay. Alors, en fait, effectivement, la marque employeur, ça consiste à... il y a un métier qui s'appelle le marketing RH. Et quand j'étais DRH, j'avais une personne qui s'occupait de ça à temps plein.
Pourquoi? Parce qu'en fait, la marque employeur, elle est au croisement de deux perceptions, l'interne et l'externe. Donc, on va le voir, c'est une question d'image. Alors, c'est aussi deux points de vue. Donc, le point de vue du collaborateur, qui est au départ candidat et qui va devenir collaborateur, et du point de vue de l'entreprise, qui, elle, va mettre en place un certain nombre de processus pour, justement, développer son marketing RH et travailler sur sa communication interne, sur ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Alors, pourquoi l'expérience collaborateur, c'est important? Parce que l'expérience collaborateur est en miroir avec l'expérience client. Donc, si on a des collaborateurs qui sont satisfaits et contents, qui vont bien parler de l'entreprise et qui vont aussi être motivés, normalement, ils vont bien servir les clients et ils vont, quelque part, donner une bonne expérience client. Et il y a des organismes comme en France, donc des instituts qui font ce qu'on appelle la performance collaborateur-client. Et il y a un indice qui s'appelle l'indice de QVT, indice de qualité de vie au travail, qui est en fait mesuré tous les ans. Et de plus en plus, ces sociétés cotées sont aussi évaluées par rapport à ça, et ça rentre dans le cadre aussi de la RSE. Donc l'expérience candidat, elle est ce qu'elle est, et l'entreprise doit aussi préparer de son côté pour offrir donc, une bonne expérience client. Et là, c'est en lien avec les RH. Alors, comme on le sait, la marque employeur, c'est une marque. L'entreprise, c'est une marque. Comme on va le voir, Gourmandise ou toute autre entreprise, c'est une marque. Une marque, donc elle a sa cible client. Et en même temps, la marque employeur doit aussi se gérer comme la marque vis-à-vis des clients. Et on sait qu'une marque, c'est une question d'image, une question de valeur et d'expérience. Donc, quelle expérience j'ai avec cette marque en tant que collaborateur? Et là, c'est toujours une question de perception par rapport à la réalité. La perception, elle peut être réelle et elle peut être vraie ou fausse. Et si elle est réelle, eh ben, il faut améliorer cette image de marque. Et si c'est une perception, c'est changer cette mauvaise perception, cette fausse perception par de la communication, par des actions pour justement améliorer cette marque employeur. Donc ça se gère comme une marque, c'est pour ça qu'on appelle ça la marque employeur. Alors, pourquoi travailler sur la marque employeur? Alors, les études montrent que les entreprises qui travaillent sur leur marque employeur et qui ont une marque employeur ont plus de facilité à attirer les candidats, d'accord? Donc, 50% de plus de candidatures. Et là, dans un contexte en fait de guerre des talents, ce qu'on appelle la guerre des talents qu'on vit depuis plusieurs années, c'est important d'avoir les meilleurs candidats et d'attirer les meilleurs. Donc, avoir plus de candidats et des candidats de qualité et attirer les talents est un enjeu majeur de compétitivité. D'accord? Ensuite, donc, recruter plus vite et donc réduire le processus de recrutement, mais aussi le coût du recrutement. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le recrutement a un coût caché. Le coût du temps pour de faire l'offre, de chercher les candidats, de passer les entretiens, les managers qui passent les entretiens, et aussi le coût après de la période d'essai, de payer pour ça, pour se retrouver après quelques temps avec une erreur de casting. Tout ça, ça a un coût. Et c'est un coût qui n'est pas toujours calculé dans les entreprises. D'accord? Alors, les entreprises qui travaillent sur leur marque employeur aussi dépensent en moyenne 50% de moins donc, en coût de recrutement. Donc, c'est aussi une performance et c'est important. Et elles retiennent plus leur personnel, donc il y a plus de fidélisation, 28% de moins de turnover. D'accord? Et là, on sait aussi que le turnover a un coût. Parce qu'après, il y a toute la désorganisation quand une personne part et aussi toute la période de recherche et aussi en termes d'image. D'accord? Alors, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80, 90, on a les baby boomers qui sont là, qui sont, eux, privilégiés la stabilité, on est dans une carrière à vie, on est dans, voilà, on est fidèle, on écoute, on est plus, disons, comment dire, discipliné, voilà. Et merci. Je cherchais le mot, c'est-à-dire, on est plus dans les rails, en fait. Et pour eux, bon, c'est de trouver une entreprise qui est stable. Bon, on cherchait beaucoup l'administration à l'époque, mais aussi les entreprises familiales, etc.
La génération X, donc, qui est venue après, et dont je fais partie, donc c'est plus la connexion émotionnelle, c'est l'expérience au sens, voilà, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, mais est-ce qu'il y a aussi une carrière, est-ce que aussi je suis respectée, etc. La génération Y, donc c'est plus donc, l'assistance d'aujourd'hui, c'est plus le leadership, le dépassement, et aussi on a tendance à être moins dans la fidélité et plus dans la mobilité et mon intérêt avant tout. Je ne vais pas chercher plus toute l'expérience que j'ai eue avec l'entreprise, tout le vécu, etc. C'est moins émotionnel en tous les cas. C'est plus des intérêts contractuels et surtout qu'est-ce que ça va m'apporter. Pas uniquement sur le plan financier, mais aussi dans la génération Y, beaucoup de valeurs aussi qui sont importantes. Et donc, le travail sur les valeurs est vraiment important, on va le voir dans la marque employeur. Donc voilà, les évolutions technologiques aussi n'ont pas aidé, puisque aujourd'hui tout est à visage découvert. On parle de réputation, mais aussi de e-reputation. E-reputation, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, qui ne font pas de cadeau, puisque si un collaborateur va dire du mal d'une entreprise, tout de suite ça va se savoir sur Facebook, sur Instagram, tout de suite ça fait le tour du monde. Donc c'est vraiment, j'ai connu des entreprises qui ont vécu ça, ça peut vraiment faire très mal. Donc c'est pour ça que le marketing RH devient important et toute cette veille au niveau technologique sur les réseaux sociaux. Et on parle aussi aujourd'hui de digital workplace, ça veut dire que tout se passe au niveau digital. Parfois aussi, le lien du collaborateur où il se trouve dans le monde, et même en Tunisie, il peut y avoir des collaborateurs qui sont là et l'employeur est ailleurs, dans une autre région ou dans un autre pays. Donc tout se passe de manière digitale. Donc le travail aussi sur le digital devient essentiel. Alors, donc voilà, tout ça pour dire que la marque employeur, c'est 4 axes. Donc c'est attirer les talents, c'est donc d'abord travailler sur sa réputation pour attirer les talents, ensuite se différencier en interne et en externe, et aussi garder ses talents, et donc les fidéliser et les garder engagés. Donc c'est un booster de recrutement, et c'est vraiment un levier de fidélisation, puisque si les employés sont bien à l'intérieur, s'ils ont une bonne expérience et s'ils sont fiers de travailler pour la marque, ils vont rester avec cette marque, ils vont aussi la vendre à l'extérieur, ils vont être aussi des ambassadeurs de la marque. D'accord? Donc, alors, ça c'est pas en lien avec, c'est pas déconnecté des ressources humaines, bien sûr, et on va voir le lien. Là, on a vu le lien avec le marketing et la gestion de la marque en tant que marque, en tant qu'image, à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, on va voir par rapport à la marque par rapport à l'intérieur. Donc, je vais passer ça. C'est tous les liens en fait avec les processus RH. Et donc, on parle de la maison RH, mais aussi de la boucle RH. C'est-à-dire que si la politique RH n'est pas cohérente, n'est pas travaillée au sens en harmonie et en cohérence, alignée avec la stratégie de l'entreprise, avec les valeurs, avec les processus, etc., forcément, il va y avoir, ça va grincer et forcément, il va y avoir des loupés, il va y avoir des conflits, il va y avoir une mauvaise expérience collaborateur. Donc, l'expérience collaborateur, elle est en lien, dès qu'il arrive le service RH, quand il va avoir son contrat, quand il va faire son intégration, quand il va commencer à interagir dans l'entreprise. Et ensuite, il va être, le processus recrutement et service RH sont les premiers processus, ou en tous les cas, leviers de la politique RH qui vont impacter la marque employeur. Mais ensuite, bien sûr, c'est tout ce qui est gestion de la performance, comment il va être évalué, comment il va être rémunéré et être promu, quels sont les critères, comment il va être géré par son manager et donc le management, quelle est la culture d'entreprise et de l'ADN de l'entreprise, et notamment ce qu'on appelle la VMD, la vision, la mission, les valeurs. Est-ce que tout ça, il va adhérer à ça et est-ce que ça va être cohérent et il va le vivre dans l'entreprise ou pas? Souvent, il y a des entreprises qui définissent des valeurs, mais elles ne sont ni accrochées ni vécues dans l'entreprise. Il y a une déconnexion totale entre ce qu'on affiche et ce qu'on dit. On dit respect, mais je ne suis pas respectée. On dit partage, mais mes collaborateurs ne partagent pas.
il n'y a pas de partage entre les départements, il y a du cloisonnement, etc., il y a des baronniers, etc. Donc tout ça doit être cohérent. Et si on ne vit pas les valeurs aussi, souvent il y a un désengagement parce que le collaborateur ne se retrouve pas et peut se sentir aussi, disons, en porte-à-faux avec la culture de l'entreprise. La performance est très important aussi parce que c'est là aussi où on voit que les valeurs sont bien décrites ou pas. Est-ce que l'entreprise et le management respectent justement leur engagement? Est-ce que s'il donne et s'il a du mérite, est-ce qu'il est reconnu ou pas? Tout ça, ça fait partie de l'expérience collaborateur qui peut être positive ou pas et qui peut aussi causer des frustrations, qui peut à terme, peut-être la première évaluation, il va dire ok, c'est bon, je vais encore attendre, mais la deuxième ou la troisième, il va partir. Il va aussi ne plus être engagé. Alors, la première étape pour construire il y a 4 étapes pour la marque employeur. La première étape, c'est la promesse. Comme je l'ai dit, il y a le point de vue du collaborateur et le point de vue de l'entreprise. D'abord, l'entreprise, c'est elle qui doit définir son offre en tant que marque. Toute marque, elle va définir son produit avant de le vendre. Donc, elle doit d'abord définir c'est quoi le produit qu'elle a à vendre, c'est quoi sa proposition de valeur vis-à-vis de ses collaborateurs et vis-à-vis des candidats. D'accord ? Donc, elle va bien savoir quelle est sa cible, est-ce qu'elle cherche qui elle cherche à attirer, qui elle cherche à fidéliser et qui elle cherche à développer et à attirer. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape, c'est la promesse RH de la marque employeur. Je définis ma politique RH et je définis aussi quels sont mes avantages concurrentiels RH. D'accord ? Et ensuite, voilà, donc et après je les mets en œuvre. Et là, quand je les mets en œuvre, il faut que ce soit aussi cohérent dans toutes les strates de l'entreprise, pas uniquement au niveau de l'équipe RH et de la direction, mais il faut aussi que même le responsable d'équipe soit le manager RH de son équipe. Souvent, il y a une déconnexion entre la politique RH et les managers. Les managers, ils pensent qu'ils sont responsables techniques, mais ils n'appliquent pas la politique RH. Et pour eux, c'est l'affaire des ressources humaines, c'est l'affaire du responsable du personnel, je ne sais pas comment c'est appelé selon l'entreprise, mais ce n'est pas son affaire à lui, alors que lui, c'est le premier RH de son équipe. Donc, c'est souvent là où il y a justement un écart. Donc, les questions à se poser, c'est qu'est-ce qui nous distingue en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on va proposer aux collaborateurs, quelle est notre valeur ajoutée, nos avantages concurrentiels, comment les gens travaillent chez nous, quelles sont les conditions de travail, qu'est-ce que je leur propose, qu'est-ce que je fais pour les motiver, qu'est-ce qui peut les motiver, etc. Donc il y a un travail en interne de remise en question et de valorisation, parce que souvent aussi, il y a des entreprises où elles font beaucoup de choses, mais elles ne valorisent pas, elles ne font pas le marketing de ce qu'elles font. Il y a aussi ce cas-là. Donc il faut savoir ce qu'on fait, est-ce que ce qu'on fait est correct et en accord avec le marché, si les candidats et les collaborateurs vont se comparer à l'extérieur, est-ce que je suis compétitif, d'accord? Et en même temps, est-ce que je valorise ce que je fais, d'accord? Donc voilà, ça part de tout ça, des avantages concurrentiels en termes de conditions de travail, de facteurs clés pour les individus, le contexte, tout ce que je fais pour le candidat. Donc je vais passer rapidement. Ensuite, les canaux de diffusion de la marque employeur. Donc là, c'est la communication marketing en interne et en externe. Donc là, ça peut passer par les réseaux sociaux, ce qu'on appelle Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et là, c'est à l'entreprise de choisir les canaux sur lesquels elle est présente. Par exemple, une marque qui vend dans l'agroalimentaire, peut-être LinkedIn, oui, c'est bien, mais peut-être Twitter, c'est pas vraiment le meilleur réseau. Ça sera plus LinkedIn, Facebook. Parce que les candidats vont être plus ça, et elle va vendre, j'ai un client qui est dans les pâtes, par exemple, alimentaires, c'est un peu ça. Alors qu'une entreprise technologique, peut-être Twitter, ou quand on est dans le consulting, etc., peut-être Twitter, ça peut être une cible également. Quand je suis dans la mode, peut-être Instagram, c'est plus important que LinkedIn, etc. Donc les canaux doivent être en rapport avec l'image de la marque et l'identité de l'entreprise. Bien sûr aussi, ces réseaux ils doivent être alimentés et suivis, ce qu'on appelle aujourd'hui le métier de community manager.
Le community manager, il peut travailler pour l'interne et l'externe, et il peut travailler en accord avec les ressources humaines, aussi un responsable communication interne. D'accord? Pour aussi alimenter la marque et les messages donc, que veut donner la marque par rapport à son expérience employeur. Et ensuite, il y a bien sûr les campus management. Peut-être que vous avez des sociétés qui viennent ici donc dans vos campus pour justement vendre la marque et pour recruter. Donc on a beaucoup de campus d'entreprise et là c'est aussi un positionnement. Il y a des marques qui le font parce que ça correspond, ils vont voir par exemple les NIC, ils vont voir Polytechnique, etc. pour récupérer les meilleurs ingénieurs. Il y en a d'autres qui sont plus sur les réseaux sociaux. Donc là c'est un positionnement stratégique marketing que la marque aussi doit travailler. Ensuite, la troisième étape, c'est vendre l'expérience. Donc vendre la vente de cette image. Une fois que je sais quels sont les canaux sur lesquels je vais être présent, je vais me vendre. Je vais me vendre vers les candidats qui vont aussi ensuite devenir collaborateurs. D'accord? Donc là, c'est la démarche de sourcing, l'embauche. Et l'embauche, bien sûr, ne se termine pas au moment du recrutement et il a signé le contrat. C'est le onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding, ça veut dire l'intégration, et tout le processus d'intégration jusqu'à la validation qui peut durer 6 mois ou 1 an. D'accord? Donc il est encore un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur tant qu'il est en période d'intégration. Et ça aussi, c'est pas toujours travaillé. Souvent, on attire d'excellents candidats, d'excellents talents, mais on ne sait pas les garder. Et il y a une étude qui a montré que 42% des candidats quittent au bout des 3 premiers mois. Et il y a 5% le premier jour. Et il y a 15% au bout de 2 semaines. Donc vraiment, le onboarding, c'est très important. Et il y en a qui ne vont pas attendre la période d'essai pour partir. C'est dommage d'avoir fait tout ça, d'avoir vendu, d'avoir été dans les réseaux sociaux, d'avoir fait tout ce marketing et ensuite d'avoir fait tous ces entretiens, cette recherche, cette sélection CV pour ensuite se retrouver au bout de 3 mois à la case départ. Donc ça, c'est aussi un coût très important pour les entreprises. D'accord ? Alors le service après-vente, c'est justement, une fois qu'il a fini son intégration, c'est le SAV collaborateur. C'est comme il y a le SAV produit. J'ai vendu un produit, il y a le SAV. J'ai vendu une marque au collaborateur, une expérience. Donc il y a le SAV de l'expérience qui commence dès la première année, mais aussi après avec l'évaluation, avec le processus de promotion, avec les chemins de carrière, avec tout ce qui est toute la vie du collaborateur. Et donc là, c'est le SAV collaborateur. Et là, c'est aussi la qualité du travail, c'est la qualité des relations entre les personnes, la qualité de la relation avec le manager. On sait qu'on quitte un manager et on ne quitte pas une entreprise. Et souvent, les managers n'ont pas les compétences ni la sensibilité RH nécessaire pour cela. Ça aussi, c'est important. Alors, c'est pour ça aussi, maintenant, il y a des entreprises qui sont en train même en Tunisie, de créer le poste du responsable bonheur au travail, donc wellness, voilà, tout ce qui est wellness, donc bien-être au travail. Ça peut marcher si tout le reste existe, parce que si je crée le poste wellness, mais il n'y a pas la politique RH, il n'y a pas l'expérience collaborateur avec le manager, avec les collègues, etc. qui suivent, ça va être comme un cheveu sur la soupe. C'est comme si voilà, j'ai mis un panneau publicitaire, mais en fait je vends des produits qui ne sont pas de qualité. Donc c'est vraiment la même chose. Et donc oui, le ONS ou le responsable ONS, d'accord, mais il faut d'abord que tout le reste il faut que les piliers soient solides et que tout le reste soit suivi. D'accord? Alors, voilà, donc c'est aussi parce que voilà, l'expérience collaborateur, c'est tous les jours. Ça commence même à la porte de l'entreprise, moi je dirais. Moi, pour moi, c'est toute personne est ambassadrice de l'entreprise et toute personne est responsable de l'expérience collaborateur. C'est pas l'affaire que des ressources humaines ou du management ou de la direction générale. Moi, en tant que collaborateur aussi, qu'est-ce que je suis? Donc là aussi, c'est un travail sur la culture, sur l'ADN, sur les valeurs, qu'on partage les mêmes valeurs pour qu'on puisse avoir un vécu ensemble qui est positif.
Alors, donc voilà, les étapes, c'est ça, c'est avant. Donc la première impression, le premier contact, qu'il soit sur Facebook, soit par mail, par entretien. Pendant l'embauche, donc le contrat, comment ça se passe, combien de temps l'entreprise met pour me répondre, est-ce qu'elle répond aussi si j'ai envoyé une candidature ou pas. Souvent, il y a des lettres qui restent sans réponse, etc. Donc ça fait partie aussi de l'image. Et souvent, il y a des entreprises qui ratent des talents à cause de ça, qui n'ont pas la réponse à temps, qui restent sans réponse, qui ensuite vont ne pas parler en bien de l'entreprise. L'accueil est très important. Et là, je vais vous donner une anecdote. Dans ma dernière expérience des RH, je ne l'oublierai jamais. L'accueil a été pour moi une expérience qui m'a vraiment touchée jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, le manager qui m'a recruté, le directeur général à l'époque, malheureusement, il est plus en Tunisie. Donc, tout le processus a été extraordinaire avec lui, les entretiens, les échanges. Et le jour où je suis arrivée, il a réuni tout le staff et il a fait comme un cocktail d'accueil. Il m'a offert un très grand bouquet de fleurs. Et il m'a dit bienvenue chez vous. Je ne m'attendais pas à ça le premier jour. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de DRH depuis plusieurs années et que j'étais très attendue. J'étais attendue, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à résoudre. Donc, dès le lendemain, j'étais... mais quand même, ça m'a beaucoup touchée et il a toujours été un soutien. D'ailleurs, on a fait un binôme extraordinaire on a eu le prix de la Ford en 2013 parce que justement, il était très RH et on a vraiment travaillé en symbiose et on partageait les mêmes valeurs et la même vision des ressources humaines. Mais pour vous dire que l'accueil est important, souvent il y a des candidats qui, le jour de l'accueil, le manager n'est pas là, il n'y a pas de RH pour les recevoir, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de poste, il doit attendre une semaine pour avoir son adresse mail, etc. Moi, je trouve ça un manque de respect. On ne peut pas afficher ensuite des valeurs de respect si je n'ai pas respecté le candidat dès le premier jour. Et ça, pour moi, l'accueil, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a 5% qui partent le premier jour et il y a 10% au bout d'une semaine et 15% au bout de 2 semaines. Parce qu'il n'y a pas eu ce qu'il faut pour les accueillir et leur donner envie, en fait, de rester. L'intégration, donc c'est important, le soutien, parce que si au départ on est en train d'apprendre, etc., on a besoin de soutien des collègues, etc. Et le climat général, si c'est un climat conflictuel, si les gens parlent les uns des autres de manière négative, s'il y a des baronnies, des cloisons, etc., c'est pas un climat social très, très épanouissant et donc il va y avoir des règlements de compte et souvent les collaborateurs sont au milieu, donc ça ne va pas être épanouissant. Ensuite, donc c'est toutes les opportunités de développement de carrière, bien sûr, et tous les processus RH qui s'activent, que ce soit en termes de gestion, d'évaluation, de la performance, de reconnaissance, de respect des engagements, de formation et de développement de carrière. Donc, donner de la formation, ok, mais pourquoi? Donc, il y a beaucoup de processus qui doivent être cohérents entre eux et il faut qu'il y ait une politique RH cohérente. Et ensuite, la fin, même la fin est importante. La manière dont on part est aussi importante parce que aussi, je vais peut-être devenir le client de l'entreprise ou en tous les cas, j'ai mes connaissances, j'ai mon réseau pour recommander l'entreprise. Donc ça aussi, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui développent ce qu'on appelle donc, la cooptation, c'est attirer par connaissance. Et ça, ça peut aussi réduire le coût de recrutement, mais ça peut aussi attirer des talents qui correspondent à l'entreprise. Mais à condition que moi j'ai eu une bonne expérience avec l'entreprise, je peux aussi lui envoyer des nouveaux clients RH qui sont des collaborateurs de talent. D'accord ? Donc c'est important de faire aussi attention à la manière dont la personne part et que ce soit toujours dans le respect et pas dans... Bon, si bien sûr la personne aussi... le mérite, si elle a... bon, des fois il y a des conflits, on ne peut pas... S'il y a eu un manque d'équité, d'éthique, si elle a, je ne sais pas moi, volé ou des choses comme ça, bien sûr, ça ne peut pas... Mais si dans un processus normal, dans la mesure du possible, faire aussi attention au départ. Parce que l'empreinte émotive au départ, est-ce que je suis partie avec quelque chose de négatif dans le cœur
ou est-ce que je suis partie dans l'amour et dans la bienveillance et dans le partage et dans le win-win, disons, ok, les chemins s'arrêtent, mais on reste en contact, ça c'est important. Voilà, donc pour y parvenir, comme je l'ai dit, pour résumer, c'est aligner, mobiliser et écouter. Mobiliser comment? Mobiliser les membres de l'organisation et surtout le management et tous les responsables sur l'importance de cette marque employeur, l'importance de l'expérience collaborateur. Au jour le jour, et bien sûr, rien n'est gagné. Hein, c'est comme une marque, on met du temps pour la construire, mais l'image peut aussi être tachée rapidement. Le partage des valeurs, de la vision, de la mission et des objectifs. Parce que souvent aussi, il n'y a pas d'alignement d'objectifs. Les personnes, les collaborateurs ne savent pas pourquoi ils viennent le matin. Donc, comme ils viennent le matin, comme ils repartent, ils font de la présence. Et ils ne sont pas gérés, ils n'ont pas de vision de à quoi ils contribuent. Et ça, c'est très important de donner du sens. D'accord ? Aujourd'hui, on a besoin de sens et c'est au manager et à l'entreprise de le donner parce que dans cette génération aussi, et de plus en plus, ça sera important de savoir à quoi on contribue et être dans ça et que les objectifs soient cohérents avec ça. Mobiliser, bien sûr, c'est tout ce qui est développement des compétences, la reconnaissance, la formation, etc. Et l'écoute, donc savoir écouter, savoir donner du feedback, avoir la culture du feedback dans l'entreprise est très important. Avoir le sens de l'écoute aussi, ne pas avoir peur de faire des enquêtes de satisfaction, de prendre la température. Et donc là, il y a les baromètres, donc RH qui se font normalement maximum tous les 2 ans, idéalement tous les ans. Au moins un mini-baromètre de 5-10 questions. Et tous les ans, on fait une enquête d'engagement qui soit vraiment approfondie de 30 à 40 questions. Ça aussi, c'est très important. Et ça permet d'ajuster et de voir aussi ce que je suis en train de proposer en tant que marque employeur correspond aussi à ce qui est attendu ou pas, parce que parfois, c'est pas ce qui est attendu. Donc c'est important de prendre la température. Voilà, donc pour résumer, cette image, c'est l'image de la maison. À l'extérieur, il faut qu'il y ait un beau jardin, il faut qu'il y ait une belle maison propre de l'extérieur, mais aussi quand on rentre, il faut qu'elle soit belle et propre aussi, qu'elle donne envie d'y rester. Et que qu'on ait envie d'explorer toutes les pièces et d'y rester. Donc voilà, c'est ça ce que je résume, moi, la marque employeur. Je travaille à l'externe mon image, mais aussi à l'intérieur. Donc c'est ma maison à l'extérieur et à l'intérieur. Alors quelques exemples. Donc là c'est l'exemple d'une multinationale, donc en France, le DRH de Thales, qui parle des campus management et qu'est-ce que ça lui apporte. Donc eux, leur stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs axes. Eux, ils ont beaucoup travaillé sur les campus parce que leurs candidats, c'est surtout des ingénieurs, donc ils vont sur les campus d'ingénieurs, auprès des écoles, des centres de formation et des étudiants. Et voilà, c'est leur stratégie. Et leur stratégie, c'est de recruter des jeunes diplômés et de les faire grandir. Donc ça dépend de la cible. Si ma cible, c'est des jeunes diplômés, les campus, c'est une bonne chose, plus quelques réseaux sociaux selon aussi la marque. Si ma cible, c'est pas uniquement les jeunes diplômés, je peux mixer. Donc là, par exemple, une autre entreprise, elle joue sur le community manager qui lui va être donc le garant de la bonne marque de l'entreprise et vendre la marque sur les réseaux sociaux. Et là, c'est un poste qui est de plus en plus en vogue dans les entreprises, y compris en Tunisie. Donc, c'est des gens qui viennent à la fois du marketing, de la communication, et qui se forment à la sensibilité aussi RH après pour le recrutement, mais qui ne travaillent pas uniquement pour les ressources humaines, ils travaillent pour toute l'entreprise et la gestion de la marque en général. Alors, là c'est un exemple de diagnostic que j'ai fait de marque employeur il y a quelques mois, c'était il y a 6 mois, pour un client. Et là, ce qu'on a fait, c'est justement de référencer cette marque, donc cette entreprise, sur les réseaux sociaux. Donc, comment elle est référencée? Qu'est-ce qui se dit sur la marque dans ce diagnostic-là? Qu'est-ce qu'on dit d'elle dans le conseil? Sur comment se trouve son site web, comment se trouve donc son positionnement dans les job boards. Et on a trouvé que, par exemple, dans les job boards, elle met des annonces qui sont périmées depuis 1 an et 2 ans. Donc un candidat qui va faire une recherche, il va trouver qu'elle met des annonces, mais que finalement elle ne les clôture pas. Donc il va dire que c'est pas sérieux, il ne va pas forcément postuler.
Donc il faut faire aussi attention à ça, c'est qu'est-ce que je laisse comme trace, parce que sur les réseaux sociaux et sur Internet, rien ne se perd. Donc c'est important, c'est le travail du community manager aussi, ou des ressources humaines, de bien entretenir ça, de ne pas laisser aussi des annonces périmées, de ne pas aussi, de mettre à jour aussi les valeurs. Ils avaient fait un grand travail sur les valeurs, mais ils n'avaient rien fait en externe pour en parler. Ils ont fait que le travail en interne. Donc là aussi, on a fait le travail sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook, sur Instagram, et on leur a sorti qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils ont amélioré pour gérer et améliorer la marque employeur. Et enfin, donc là, c'est tout ce qu'ils disaient sur eux, sur les réseaux sociaux. Et ils n'étaient pas du tout conscients de ça. Ils pensaient que voilà, ils avaient fait LinkedIn, de temps en temps, ils mettent un article, c'est bon. Or, c'est pas suffisant. Ils n'avaient pas vu tout ce qu'il y avait comme marque et comme trace sur la marque, sur Internet. Et ensuite, ils ont fait bien sûr un baromètre qui a vraiment aussi fait ressortir que autant en externe il y avait du travail que sur l'expérience collaborateur. Et c'est pour ça qu'il y avait du turnover, et c'est pour ça aussi qu'il y avait un travail de fidélisation et un travail sur les processus RH et un alignement à faire. D'accord ? Là, c'est une campagne de PricewaterhouseCoopers, qui est un cabinet d'audit. C'est la campagne actuelle, donc que j'ai pu vous récupérer. Et là, l'axe, c'est la vérité. On va se dire la vérité. C'est pas toujours rose, donc voilà. Mais quand même, on a des choses en commun, mais quand même, on peut vivre heureux ensemble. Donc l'axe, c'est le mensonge. On est dans la vérité, on va tout se dire. Ok, vous venez, vous allez beaucoup travailler. Ok, le métier d'auditeur, c'est très difficile. Voilà, ils ont tout affiché, mais aussi il y a ça, mais aussi il y a ça, mais aussi il y a ça. Et l'axe de campagne, de communication et marketing, c'est on ne va pas se mentir. D'accord? Donc c'est comme ça qu'ils ont axé leur campagne marque employeur de cette année. Voilà, donc j'espère que ça vous donne une idée sur la marque employeur que je vous ai éclairée en partie. Là, je vais passer la parole à Madame Anne pour l'expérience collaborative, l'expérience gourmandise, et on sera heureux et ravis de répondre à vos questions. Encore une fois, je suis très contente d'être à l'ESG. J'étais étudiante comme vous depuis très longtemps. Donc, en 87, j'ai quitté l'ESG. Et voilà, pour la deuxième, troisième peut-être fois que je suis à l'ESG en tant que manager, d'une société, voilà, en tant que propriétaire de marque. Et ça me réjouit énormément. Et Inch'Allah, je peux donner un plus pour ceux qui sont présents. Et merci beaucoup justement pour la présence. Merci à Madame Farah pour cette présentation théorique, justement. Il faut vraiment savoir qu'entre la théorie et la pratique, il y a une très grande différence. Et il y a deux chemins. Le chemin où le manager est convaincu et il a cette culture et il a cette mentalité et la volonté d'arriver à la marque employeur, et donc il fait de son mieux pour y arriver, et la volonté et le deuxième chemin où il ne croit pas du tout, et ça c'est autre chose, on ne peut pas en parler. Mais pour être à 100% dans la théorie, c'est un peu quand même difficile. D'ailleurs, il y a une anecdote que j'aimerais bien voyager et être dans la théorie parce que tout va bien. Là, dans la pratique, pas dans la théorie, mais on ne doit pas être loin et on doit mettre tous les moyens d'y arriver. Justement, tout ce que vous venez de dire, Madame Farah, c'est des choses qui sont excellentes, c'est des choses qui donnent envie justement de travailler, d'être dans le monde du travail, d'être dans une entreprise, d'être au sein d'une marque, d'appartenir à une marque. Mais pour la marque elle-même, c'est excellent aussi parce que, comme elle a dit, la satisfaction collaborateur entraîne automatiquement la satisfaction des clients.
mais quand même ça nécessite beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement, beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Par exemple, dire qu'il faut vraiment répondre à toutes les demandes sur les partenaires, etc., c'est très important. Je suis toujours frustrée de ne pas avoir répondu le jour même ou le lendemain, mais c'est quand même difficile. Pour moi et pour mon service RH et pour mon community manager, il y a tellement d'informations qui arrivent de partout qu'on prend parfois du retard. Et malheureusement, ce n'est pas dans notre culture, mais c'est ça la réalité. Donc c'était pour dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même une différence. Et c'est très bien. Je remercie justement Madame Klaus pour cette initiative parce que avoir la théorie et la pratique en même temps, pour vous, c'est très important et comme ça, vous voyez comment ça se passe dans la pratique. Donc, je vais parler de gourmandise. Je vais commencer par rappeler un peu, parce que derrière gourmandise, il y a une histoire. Je vais être rapide pour passer à l'essentiel. Mais justement, gourmandise, c'est l'histoire d'une femme originaire de Sfax qui a fait de sa passion son métier. C'est ma mère qui, depuis 1976, elle avait la passion pour la pâtisserie et elle adorait faire la pâtisserie et elle en a fait son métier. Donc, elle a passé des années à fabriquer pour donc, la vente à des amis, à de la famille. Elle voulait ouvrir un magasin à Tunis parce que, comme je vous ai dit, nous sommes originaires de Sfax. En 1984, elle a monté un petit laboratoire. Elle travaillait plus à partir de la maison. Et elle a vu son portefeuille client s'agrandir et les commandes aussi. Et elle voulait ouvrir un magasin à Tunis. Malheureusement, elle était malade en 1987, elle est décédée très très jeune, sans réaliser ce rêve-là, voilà cet objectif-là. Donc mon frère et moi, à ce moment-là, moi j'étais à l'ESG, ma dernière année, et mon frère était fonctionnaire de la banque, et c'était pour lui qu'elle voulait ouvrir ce magasin. Bon, les mamans de à la crème, elle pensait plus à son fils qu'à sa fille. Et c'est normal. Donc mon frère et moi, on a hésité une seconde, on a décidé de prendre la relève. Mais à ce moment-là, on n'avait aucun moyen. On n'avait pas des moyens financiers. Et mon frère était à la banque. Et on n'avait pas du tout la technicité. On ne sait pas faire du gâteau, on n'est pas du pâtissier, on n'a pas étudié la pâtisserie. Mais on avait hérité d'elle des choses très très importantes, des bonnes valeurs, qu'elle nous a inculquées depuis notre enfance. Notre mère était vraiment quelqu'un qui faisait très attention à tout ce qui est qualité, tout ce qu'elle faisait, elle voulait que ça soit dans la qualité. C'est pas que la qualité du produit, c'est la qualité de tout ce qu'elle fait, de comment elle entreprend, de comment elle est, comment elle se présente, comment elle parle. Après aussi l'amour, la qualité de l'amour, l'amour des bonnes choses, l'amour de ce qu'elle fait, l'amour des relations, la transparence. Elle faisait aussi tout dans la transparence. Et ce sont des valeurs que nous avons héritées et surtout, pour justement rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Mme Farah, c'est surtout qu'on a essayé de les transférer aujourd'hui d'une génération à l'autre et d'un service à l'autre. Justement, aujourd'hui, ce sont des valeurs de gourmandise. On a encore ajouté la créativité parce que nous sommes dans un monde, dans un métier où la créativité et l'innovation est nécessaire. Et la générosité aussi, qui était aussi une valeur importante chez ma mère. Et donc aujourd'hui, ces 5 valeurs, l'amour, la qualité, la transparence, la générosité et la créativité, sont les valeurs avec lesquelles on essaie de gérer l'entreprise et on essaie de transférer d'un service à l'autre et d'une génération à l'autre. Et c'est très très important parce que ce ne sont pas juste des valeurs qui sont accrochées au mur. Non, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on répète chez tous les managers et dans toutes les équipes, il faudrait que ça soit
le miroir de la réalité. C'est-à-dire, quand on dit généreux, ça ne veut pas dire qu'il faut donner de l'argent, être généreux par l'argent. On peut être généreux par le temps, par le conseil, par le sourire. Quand on donne un peu de son temps au client, quand on donne un peu de son temps à un collaborateur, c'est de la générosité. Et il faut que ça soit tout, dans toutes nos actions, il faut que ça soit ça se voit sur nos produits, etc. Et donc, gourmandise, quand on a pris la relève de mon frère et moi, on est passé bien sûr par des moments difficiles, ça a pris du temps pour que ça prête, mais depuis 87 jusqu'à 2000, c'était du bricolage et du tâtonnement, parce qu'on n'était pas tout professeur comme du domaine et tout. Mais entre 2000 et 2010, c'était les années les plus importantes de la marque, et c'est là où on a d'abord défini notre mission. C'est créer, fabriquer et vendre des produits sains, naturels, sucrés et salés et offrir une expérience client. On vend du plaisir finalement, c'est ça notre mission. Et on établit notre vision pour les 3-4 ans pour la partager avec les équipes, etc. Donc c'est à ce moment-là que nous avons déterminé nos 3 objectifs importants avec lesquels aujourd'hui Gourmandise fonctionne. Alors, l'objectif, c'est d'abord l'enchantement du client, pour être dans le marketing de partout. L'enchantement du client, c'est très important. On ne parle plus de satisfaction client, c'est encore plus, c'est l'enchantement. Parce que quand on est enchanté, on est ravi et on y revient. Donc, le deuxième objectif, c'est l'épanouissement et la satisfaction et l'enchantement du collaborateur. Et ça aussi, c'est très important. On voudrait que notre collaborateur soit content d'être un gourmandise, soit fier d'être un gourmandise, recommande d'être un gourmandise et soit donc épanoui. Parce que s'il est épanoui, c'est une valeur humaine, c'est très bien, il est épanoui, tout le monde est content et il fait très bien son travail. Et si lui, il fait très bien son travail, et dans la qualité, et dans les valeurs qu'on a partagées, automatiquement, le client est content. Et il est satisfait, et il est enchanté, et il revient, et il est fidélisé. Et automatiquement, la rentabilité de l'entreprise existe, et l'associé est aussi satisfait. Donc c'est une boucle. On travaille sur l'enchantement du client, l'épanouissement du collaborateur, ceux qui veulent, la satisfaction des associés. Donc ce sont des objectifs. C'est encore théorique, parce qu'il faut y arriver. Parce qu'il faut mettre en place des choses pour y arriver. Au tout début de la marque, jusqu'à 2010, nous étions une petite équipe relativement, et il y avait une proximité avec la direction, avec les équipes, avec les propriétaires. Moi, je connais tout le monde, je vois tout le monde, je vais dans les magasins, j'appelle tout le monde par leur nom. Ça, c'est très important. La proximité est très très importante et ça donne un esprit de famille. Voilà. Et on a toujours dit, chez Gourmandise, c'est la famille. Avec ça, on a un engagement, avec ça, on a une appartenance, avec ça, on a un partage de culture, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'était très bien avec les anciennes générations. Ma génération avant et celle après, s'il y a cet engagement et cette appartenance, c'est fini. Il y a une fidélité, il n'y a personne qui peut rester 20 ans, 15 ans dans la même société. Aujourd'hui, d'abord, Gourmandise est beaucoup plus grande. Il y a 700 employés, sur plus de 150. Je ne peux pas les voir tous les jours et tout le temps. Aujourd'hui, c'est sur 3 générations. C'est l'ancienne génération, c'est vrai, je sais, et avec une diversification depuis 2015, je ne sais pas si vous avez vu que Gourmandise a changé d'identité visuelle, que Gourmandise a changé la décoration de tous ces magasins, on est passé à un autre style de magasin, on essaie de les rajeunir et tout. Et donc, on a beaucoup investi et beaucoup développé et beaucoup diversifié la marque, tout en essayant et tout en veillant à garder justement nos mêmes objectifs et nos mêmes valeurs, ce qui est très très important. Donc les mêmes objectifs avec beaucoup plus de personnes et avec des générations différentes et avec
Et avec des diversités dans les produits, on a introduit la restauration. Donc ce n'est plus juste de la vente à emporter, c'est devenu aussi de la restauration, de la consommation sur place, et il y a le service. Donc ce sont déjà 3 différents métiers, la fabrication, la vente et le service. Et donc tout ça a amené Gourmandise à réfléchir et à mettre en place des choses pour justement garder cette proximité avec le collaborateur, pour fidéliser ses collaborateurs, pour avoir une stratégie et une démarche marque employeur et pour valoriser l'image de la marque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi bien au niveau collaborateur qu'au niveau produit. Tout ça, encore une fois, c'est théorique, mais aujourd'hui aussi, le fait d'avoir les 3 générations en même temps, les attentes ne sont pas les mêmes. Une fois, on a eu, en 2015, on a eu un consultant qui a fait le diagnostic, il a parlé avec tous les managers et tout, après il a donné le résumé de feedback de son diagnostic. Et il a regardé comme ça, on était une quinzaine de personnes qui faisaient partie de la direction, il a dit vous qui avez 25 ans, 15 ans et 10 ans dans la société, c'est pas la meilleure chose. Quand vous êtes plus, c'est pas la meilleure chose. J'étais très contente d'avoir des collaborateurs qui sont indépendants depuis 25 ans, qui sont fidèles, qui sont engagés, qui n'ont pas quitté la boîte et aller chercher ailleurs. Pour lui, non, il faut être ambitieux, il faut faire 4-5 ans là-bas, il faut avoir peut-être notre mentalité, notre démarche, un autre métier, d'autres gens, d'autres personnes. Donc pour lui et pour les nouvelles générations, c'est cette mobilité qui est plutôt en vogue. Et là, ça rend notre vie plus difficile, nous les entrepreneurs, parce qu'il faut, pour les fidéliser, parce que la formation, le recrutement et tout, c'est un peu fâché. Et pour fidéliser des gens mobiles, c'est encore plus difficile, c'est encore plus de travail à faire, c'est encore plus de moyens à mettre en place. Donc aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, avec la visibilité de la marque sur les réseaux sociaux, avec les interactions entre toutes les générations et tout le monde, tous les sociaux de moi, les interactions sont multiples et la marque doit faire le plus attention à ce qu'il se dit sur elle. Même si parfois, et très souvent, c'est pas vrai. Mais à l'oral, on se dit ça. Donc là, il y a ce que nous demandons, ce que nous avons fait pour communiquer et ce que les autres ont compris et leur perception. Il y a une différence. Et ça, c'est difficile. Donc, la marque doit vraiment faire beaucoup attention à tout ce qui se dit sur elle et comment elle communique avec ces gens, un jour ou son client ou son collaborateur, son client c'est les RH, son client c'est le produit. Donc, dans ce monde digital, il faudrait vraiment faire beaucoup attention et répondre. Il faut essayer de répondre à toutes les questions. Et si on dit qu'une entreprise est digitale, digitalisée, il faut qu'elle garantisse que l'internaute trouve une réponse à toutes ces questions. Et ça, c'est pas évident du tout. On doit avoir un site qui se respecte, on doit avoir une page qui kiffe, on doit avoir une réactivité de réponse. Donc tout ça doit être fait, mais n'est pas facile. Et à Gourmandise, on fait tout pour. On a un service marketing, on a un service RH, on a une interaction entre les deux services et on a un community manager qui essaie de voir sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Nous faisons, comme dans la théorie aussi, tout ce qu'il faut comme étape pour le recrutement, la définition du profil, la définition du poste clé. On lance l'annonce, on fait l'entretien, on fait le recrutement, on fait aussi l'intégration.
Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Parfois, on passe à côté de quelque chose et il y a une collaborateur et il peut partir au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, qui quitte. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les reconnaissances financières, ce n'est pas que le salaire qui importe pour les jeunes. Il y a le salaire, oui, il y a les bureaux de travail. On essaie de par tous les moyens d'avoir des bureaux agréables avec des mots gentils un peu partout, des photos, un réfectoire qui donne envie pour les pauses, mais on n'a pas les moyens d'avoir une grande salle de repos, voilà, une grande salle de sport, voilà, comme les grandes entreprises qui peuvent, par exemple, je ne sais pas, faire une crèche pour les enfants. Tout ça, il y a différents niveaux et différents moyens. Mais si on a la culture et qu'on fait au moins une partie, c'est déjà très bien. Si on a la culture et si on a envie de faire réussir l'expérience collaborateur et qu'on ait un planning pour faire le maximum, je pense que c'est un très grand pas. Donc, les équipes, on essaie de faire participer tous les collaborateurs à la prise de décision. Bien que là, dans les nouveaux produits, on essaie que le nouveau manager fasse son rôle de manager, non juste un chef de service à Canal, son rôle de manager RH. Les différents collaborateurs la direction ou le service RH, donc ils essaient les problèmes dans le poste et en dehors du poste. Donc tout ça, on fait des team building aussi. Le team building, on découvre les gens dans un monde qui n'est pas le travail, et donc on les découvre autrement. Donc le Hajib, les chez nos filles dans son poste de tous les jours, lors d'une sortie, on découvre que chaque c'est des Hajib, ce qui est aussi très important et ça peut améliorer les relations entre les différentes équipes. Et tout ça, ça ne fait que augmenter l'engagement, ça ne fait que augmenter l'appartenance et ça ne fait que avoir une personne épanouie dans son poste. Quand on aime quelque chose, quand on a la passion pour quelque chose, je pense qu'on n'a pas le choix que de la réussir. Nous essayons de faire des évaluations de manière cyclique, parce que la personne a besoin d'avoir le feedback de son supérieur, a besoin de savoir où est-ce qu'il en est, essayer d'avoir l'équité et surtout l'équité entre les femmes et les hommes, parce qu'en tant que femme, je dois faire attention à ça, pour des niveaux égaux et pour des compétences égales, je donne les mêmes chances et plus peut-être pour la femme, donc les évaluations, ça permet aux gens de savoir comment ils vont évoluer. Et leur carrière, on n'a pas du tout évolué. Donc il faut qu'on parte. Bon, peut-être pas, c'est pas vrai, parce qu'il y a une stratégie de développement, de diversification. Et là, je vous évolue pour aller dans un autre poste, dans un autre site, avec une autre équipe. Donc la communication et les évaluations sont très importantes. Tout à l'heure on parlait du côté théorique et là c'est comment arriver à ce niveau de marque employeur et comment arriver à ce niveau d'engagement avec les collaborateurs. Qui le fait de partager la stratégie, de partager les objectifs, de partager leadership, prochain, ça rate à un certain moment, peut-être parfois, on fait un post Facebook, on parle de quelque chose, donc il تخدم معانا ويقول لك جارك ولا صاحبك ولا حاجة حطيته البرودوي فين يقول له كبير كيف شفتوا حطيته في الباج فيسبوك تاعك. C'est important de communiquer, d'expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, chaque service, chaque directeur et chaque manager doit expliquer à ses équipes et doit faire participer les équipes à tout ce qui se fait dans la société, aux objectifs de la société, à l'avenir de la société.
et des difficultés de la société aussi. Nous sommes passés par 2 ans très 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 difficiles. Nous, Raja Amashkoy, depuis le 19 août, depuis qu'il n'est plus de couvre-feu, mais il faut aussi communiquer qu'il faut jamais il y a plus de problème, parce qu'on crée des problèmes de 2 ans. Il faut l'expliquer, donc quand on communique, il y a quand même plus d'adhésion, plus de compréhension et plus de tranquillité. Qui fait que il y a et surtout, ne jamais promettre des choses qu'on ne fait pas. Elle a donné des fausses promesses. Il arrive qu'on promet des choses, il faut dire que là, pourquoi. Donc, la communication, l'explication, le partage de tout ce qui se fait dans la société est très, très, très important. Et encore une fois, une expérience collaborateur et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on partage, quand on a les mêmes valeurs, quand on a les valeurs de l'haq, on est en train de les appliquer sur le terrain, on est juste accroché dans le mur, donc, ما جاتش يكون هو قابل الديريكتور RH ولا قابل الكذا ولا قابل الجهه بعد يلقى حاجه اخرى dans le c'est ce qu'il ne faut pas. Il y a ce risque encore, parce que la bonne, c'est agrandi rapidement les 5 dernières années, très très rapidement, la diversification qui quitte, les nouveaux métiers qui quittent. Donc ça va condamner justement un projet avec et ils ont fait un paramètre pour voir les degrés de réalisation dans la pratique par rapport à la technique pour parler de marque employeur. Il y a encore beaucoup à faire. Mais encore une fois, il faut conclure, quand il y a la volonté de faire, quand il y a l'engagement de faire et surtout il a la conviction que c'est ça et que c'est nécessaire, que ce n'est pas du tout la mode. C'est nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de concurrence partout. C'est nécessaire aujourd'hui parce que les générations où les femmes chaque c'est normal. Et à chaque fois que j'ai été dans les facultés, le conseil que vous donnez aux jeunes, comme le travail. Il ne faut pas arrêter de travailler, il faut avoir beaucoup de persévérance, beaucoup d'assiduité et beaucoup de travail. Aujourd'hui, je leur dis qu'il faut beaucoup de travail, qu'il faut beaucoup de persévérance, qu'il faut beaucoup d'assiduité, mais il faut aussi penser un peu à soi, parce que la vie est courte. Alors, il faut vraiment que... Et donc, cette différence de mentalité et cette différence de perception des choses fait que la marque employeur ne travaille sur l'établissement des collaborateurs. L'enfir de l'eau est devenu nécessaire. Ce n'est ni un luxe ni une mode. Il faut bien sûr des moyens, mais on est là pour justement essayer de les fournir et essayer de les avoir. Merci beaucoup pour votre attention. Les deux conférences sont enregistrées sur la page de l'association Amina ISG Tunis. Donc l'objectif de l'association, c'est de permettre à l'ISG de rayonner sur le monde socio-économique. Et la marque employeur, من جملة الحاجات اللي احنا نحبوا ثم دي entreprises اللي قاعدين يحاولوا قاعدين يخدموا على la marque employeur ومدام فرح معناتها en tant que coach, etc. qui est sollicité par beaucoup d'entreprises, mais pensant à intégrer la marque employeur dans le cursus du master RH, marketing, etc. à l'ISG. pour que التوليد يوليو بيدفع على الحكومة وبيدوا فرصة position pour les entreprises. Ils vont يقابلوا la marque employeur et ainsi donc
sachant que l'ISG a toujours été donc innovateur. Donc pour dire en 71 l'ISG هي اللي دخلت l'informatique de gestion أول واحدة تونس، هي اللي دخلت الماركتينغ أول واحدة تونس. En 84 مع سي صالح محناشي quand il était directeur de l'ISG ونرحب بيه برشا سي صالح il est toujours معناتها le soutien de l'association donc دخلوا la micro-informatique في تونس. Donc j'ai à la triple l'ISG. Donc l'ISG pourquoi pas دخل la marque employeur dans toutes les entreprises tunisiennes. Et une fois qu'elle il y a au début de l'année prochaine, donc dans ça, on aura une conférence qui s'appelle le Lean Management. C'est une nouvelle technique de gestion très utilisée au Japon. Au Japon, c'est ça qui était l'ambassadeur de la Tunis au Japon Australie. Donc je suis aquí à Lean Management. Inch'Allah, non c'est ça pour le travail. Sinon, voilà, est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît? On commence par... oui, madame, vous êtes pas. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. Je remercie madame Kamouna pour tout ce que vous entreprenez déjà et pour tout l'effort que vous fournissez. C'est pas tout à fait ma spécialité, mais au vu de l'exposé, c'est-à-dire quand on a introduit, moi je suis en finance, quand on a introduit les ressources humaines dans l'entreprise, l'objectif c'était aussi de faire adhérer le salariat dans les objectifs et dans la manière, dans la performance de l'entreprise. Donc la gestion des ressources humaines et tous les concepts autour de cette gestion des ressources humaines avaient cet objectif-là de faire adhérer le personnel. Je trouve que la marque employeur, elle travaille un peu dans le même sens que ce qui a été fait au cours des années 70 et avant. Maintenant, c'est vrai que avec les nouvelles technologies, etc., il faut peut-être réadapter les concepts par rapport à ça. C'est vrai que aussi il y a beaucoup de moyens. La marque, pour qu'elle soit pratiquée, ça va dépendre des secteurs d'activité, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Ça n'est pas donné à toutes les entreprises d'offrir cette marque d'employeur. Moi, j'aurais peut-être vu le problème, comment est-ce que l'employeur doit créer la marque? C'est-à-dire faire en sorte que l'employeur, c'est lui-même. Quand on est une grande marque, c'est sûr qu'on va être sollicité dans le salariat. Mais comment est-ce que l'employeur lui-même intervient dans la création d'une marque? Je trouve que le concept serait, à mon sens, créateur. Je me rappelle un tour une grande marque, on a été une petite marque, alors on n'a pas encore été créé. Le travail est fait depuis la création de la marque et le travail doit être fait depuis la création de la marque, mais c'est différent d'une année à l'autre. Dans notre cas, à nous, la marque elle a 35 ans d'existence. Et donc, au début, c'était la proximité, c'était le fait qu'on ne soit pas nombreux, qu'on est une famille. Que la marque employeur, ça s'est développé avec tout ce qui suit comme engagement et appartenance et partage de valeurs. Et quand la marque est encore plus importante et le nombre de personnel est encore plus important, le travail devient plus difficile et d'une autre manière, avec d'autres moyens aussi. Et qui fait un petit peu au début, le salariat et la gestion humaine a toujours été très importante, mais beaucoup plus facile. D'abord parce qu'il y a moins de sociétés, moins de gens diplômés, moins de demandes. L'offre et la demande étaient très différentes. Et l'exigence du marché de l'emploi est maintenant très différente que le travail. Une autre question? Madame. Tout d'abord, je vous remercie pour la présentation. Ma question c'est, est-ce que vous présentez les risques? Ah d'accord, je suis étudiante en deuxième année master en gestion des ressources humaines.
Donc, ma question, c'est par rapport à l'expérience collaborateur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de pratique à mettre en œuvre pour gérer les mauvaises expériences Pour gérer les mauvaises expériences, pour éviter. Quand tu viens de départ, par exemple. Une mauvaise expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas content, qui veut partir, donc parce qu'il n'est pas content. Donc, c'est très important. Votre question est importante parce que quand quelqu'un part, il est impératif de savoir pourquoi. Parce que moi, j'ai dit ما هو ماشي غادي يواجهوا فيه ما عندي وقت باش نسمع ما عنديش وقت ولا عندي شكون يسمع. Mais c'est pas vrai, au contraire. Il faut savoir pourquoi il est parti. Parce que ça peut être حاجة بينه هو ولا il a trouvé une autre option ou parce qu'il a trouvé un problème quelconque chez nous et donc il faut le corriger. Donc pour garantir justement une partie de la partie antérieure, il faut l'écoute mais il pas parce qu'il ne va pas se faire dans son état, il faut qu'il parte. هو il y a des autres positifs, moi j'avais une mauvaise opinion de la marque. Et il va en parler et il va se savoir sur tous les réseaux. Donc il faut vraiment qu'il y ait une procédure de gestion de départ qui soit adaptable à la suite de problèmes. Il faut une procédure de gestion. Il y a une question au fond. Je suis étudiante en 3e année BI et j'ai 22 ans. Je fais partie de la génération Z. Vous avez parlé de la génération Z pratiquement, mais je voulais bien connaître, vous avez dit théoriquement, de la génération Z et le nom de la génération Z. Alors, on prend la question. Donc, effectivement, comme a dit Mme Rabia, chaque génération a ses attentes et a ses valeurs et a une manière de la gérer. Et c'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas gérer de la même manière. Une entreprise qui a une pyramide des âges où la moyenne d'âge est à 40 ans, voilà qui est à 20 ans. La génération actuelle et qui monte, c'est vrai qu'elle est plus exigeante en termes de qualité de vie au travail, en termes d'équilibre vie personnelle, vie privée. C'est pas une génération qui va faire des sacrifices, qui va travailler sans retour juste parce qu'elle aime le patron, qui va c'est ça. Donc il y a beaucoup d'exigences et aussi l'effet, la culture du Kleenex en fait, un peu ce que j'appelle ça. Culture Kleenex, c'est que bon, si je ne trouve pas mon compte, j'ai aucun problème pour démissionner demain matin, pour ne pas venir sans prévenir et puis on verra quoi. Je n'ai pas peur d'être au chômage, si on ne me respecte pas, si mes valeurs, voilà, je pars, reste avec ton poste et puis voilà, merci, au revoir. Donc on n'est pas vraiment dans les mêmes relations qu'avec les générations X ou les générations précédentes. Donc il y a énormément de volatilité, énormément d'exigences, de sensibilité, et le sens est très important aussi. On remarque que donner du sens est essentiel. Ils seront peut-être prêts à travailler même gratuitement pour une association s'ils y trouvent du sens, mais s'ils n'adhèrent pas au sens, ils ne le feront pas. Donc l'ambiance est très importante, la qualité des contacts, et que l'entreprise aussi soit un minimum dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il y ait un groupe Facebook, qu'on se dise bonjour le matin, qu'il y ait du chat, qu'il y ait la communication interne informelle qui soit importante et cette proximité informelle en fait. Donc le digital est aussi très important et la qualité des relations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En fait, cette génération Z, justement, pour nous aujourd'hui, elle est très importante parce qu'ils sont très intelligents, ils sont libres, ils sont créatifs, c'est de nouvelles idées dont on a besoin, nous, les ingénieurs, on a besoin de ce nouvel air et on a besoin d'idées. Et donc, c'est à nous. Et là, moi, je l'ai compris parce qu'au départ, je voulais que vous changez. Aujourd'hui, je l'ai compris. C'est à nous de changer. C'est à nous de nous adapter à vous parce que vous êtes maintenant la majorité. Et parce que vous êtes l'avenir. Et parce que vous avez cette liberté, cette créativité et cette intelligence.
Mais ça ne veut pas dire que le rendez-vous est tout est rose. Hein. On essaie de donner les moyens, on essaie de créer mais surtout sur le plan IT, parce que qui m'a je fais le tour de tous les bureaux pour dire bonjour. Ça, je ne l'enlèverai jamais. Je ne l'enlèverai jamais parce que je veux voir les gens, je veux les regarder, je veux voir si c'est vrai que créer ce truc Facebook pour dire bonjour est important, mais le contact est très important aussi. Donc, on essaie de faire le maximum pour donner les moyens et les conditions il faut pour cette génération. Mais ça dépend toujours des moyens de la société. Hein. Mais il faut qu'on le fasse. Une dernière question. D'accord, donc là je vous laisse trois Merci pour le panel. Arabe Iban, je vous présente. Arabe Iban imaginaire en industrie. Merci pour ce panel, je dis 100% féminin. C'est la tendance maintenant en Tunisie. Juste, je veux poser des questions à Madame Farah. Concernant, vous avez arrêté à la génération Y. Je suis la même remarque de Madame Zayn. C'est la génération Z. Cette génération de Greta Thunberg, les activismes en climat, en diversité, en tout ça. Est-ce que c'est important maintenant en Tunisie, au même moment, de définir la mission et la raison d'être de l'entreprise? Parce que c'est la tendance maintenant au monde. On le voit maintenant au Danone, il y a une loi en France, votée en France pour les entreprises à mission. C'est la première question. Ma deuxième question, concernant la marque employeur, on principe maintenant en Tunisie ou même au monde, on dit la marque employeur, c'est avec pour les HPI, les hauts potentiels intellectuels. Et on veut juste en focus sur les ingénieurs, les techniciens et tout ça. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des concepts ou des process personnalisés pour chaque catégorie socio-économique pour l'entreprise? Parce qu'on ne peut pas communiquer avec des ouvriers, comme avec Madame comme des ouvriers spécialisés ou des ingénieurs, tout ça. C'est la question pour Madame Farah. La question pour Madame Radia. Je vous remercie pour cette histoire de l'entreprise. C'est de la marque employeur, le storytelling de l'entreprise. Et on le voit même dans les menus de gourmandise, on trouve l'histoire. Donc tout le consommateur elle prend de l'histoire. C'est un consommateur fidèle. Juste la question concernant les formations pour les différents personnels. Par exemple, vous avez les personnels à l'usine, manufacturière, les personnels en service. Les personnels, la formation pour les personnels, par exemple, qui travaillent dans les cafés gourmandises. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques? Parce que je vous donne un exemple. Le scandale qui a éclaté en 2017 aux États-Unis avec Starbucks qui ont éjecté un quelqu'un de Philadelphie, comme je me remember. Est-ce qu'il y a une formation spécifique pour les employeurs? Parce que en Tunisie, ou même au monde, le premier contact, c'est avec les employés de la café et tout ça. Et la deuxième question concernant comment gérer les ex-gourmandises. Parce qu'il y a des entreprises qui, par exemple, qui favorisent, il y a des anciens, comme on dit, directeurs ou managers, on le motive pour ouvrir en franchise. Vous travaillez avec les franchises. Comment garder le lien avec vos ex? C'est un concept même amoureux, les ex. Comment garder le lien avec les ex? Juste une petite remarque. Pour l'université, est-ce que vous, pour aider les entreprises, parce qu'on parle toujours les entreprises de vous aider les universités, est-ce que l'université ESG a défini un sondage pour les étudiants pour voir où veulent travailler en Tunisie, par exemple? Parce que ce sondage, il existe dans les universités au monde entier. Quelle est la marque employeur pour les étudiants de la HEC Paris ou Sciences Po? Quelle est la marque la plus appréciée par les étudiants? Est-ce que vous faites ça au HEC?
apprécié. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par... merci pour ces questions qui sont très intéressantes et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, en fait, la première question que j'ai bien retenue, c'est la mission. Donc, est-ce que c'est important d'avoir une mission? J'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, avoir une mission, une vision et définir ses valeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la DNV, est essentiel. D'ailleurs, il y a un organisme qui s'appelle IFQM. C'est un organisme international comme l'organisme qui évalue Great Place to Work. J'ai mis le logo tout à l'heure de la meilleure place, meilleur employeur, etc. Là, c'est les entreprises les plus excellentes. Donc cet organisme IFQM, il audite les entreprises et dans sa démarche, pour lui, les entreprises les plus qui arrivent à l'excellence et qui réussissent le mieux, c'est celles qui, justement, entre autres, ont un leadership important, entre autres, ont travaillé sur la gouvernance et la vision et la mission. Et Madame Lade en a parlé, donc ils ont commencé dans les années 2000-2010 à vraiment clarifier la mission et leur vision et où ils vont aller. Ça, c'est essentiel parce que bon, pour la marque, il faut d'abord savoir pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre proposition de valeur et comment on va et où on va. Donc la mission est essentielle et la vision et les valeurs pour les faire partager, donner du sens justement à toute l'entreprise, pas uniquement à la génération Z ou à la Y. Toute l'entreprise a besoin de sens aujourd'hui et de savoir à quoi elle contribue. La génération Z, comme je l'ai dit, elle a des besoins et des attentes différents. Et ça, la communication, quand on communique, j'ai parlé de cible tout à l'heure. Donc dans la marque employeur, on va adapter notre message à la cible et au strat. Je ne vais pas communiquer de la même manière envers des ouvriers qui n'ont même pas un poste de travail, qui n'ont pas d'adresse mail, etc., que des ingénieurs ou des cadres qui sont très en attente, et encore plus qui sont des HP ou des IHP. Bon, en Fiji, on parle plus de HP, parce qu'IHP c'est international au potentiel. Donc, mais on ne fait pas la marque employeur que pour les HP, on fait la marque employeur pour tous les collaborateurs, en interne et en externe. Tout candidat, qu'il soit à l'extérieur et on veut l'attirer, voilà qu'on veut gérer et faire grandir et fidéliser et garder au maximum, parce que perdre des cadres, c'est aussi un coût pour l'entreprise et c'est aussi une perte d'expérience, de compétences. Donc, quelque part, même s'il n'est pas potentiel, il a sa valeur ajoutée et c'est important de le gérer. Moi, je vais juste vous donner une anecdote sur la gestion des ex, entre guillemets, ce que vous avez dit. Donc là, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important la gestion des futurs ex, voilà, des ex. Et quand j'étais DRH, on avait une association des anciens retraités et on les accompagnait jusqu'à la mort. Et là, bon, jusqu'à maintenant, il y a des anciens retraités qui sont encore vivants qui me contactent. Et il y a aussi la gestion des départs, où j'ai fait beaucoup de départs d'accompagnement, que la personne, soit on le fait d'accompagnement à travers de l'outplacement, ce qu'on appelle l'outplacement, c'est je paye pour le candidat pour qu'il trouve un travail, ok, il était performant chez nous, ok, son poste va disparaître, mais comment l'accompagner et l'aider à trouver un travail. Et là, ça marche très bien l'outplacement et ça permet une sortie smooth, on va dire, de manière progressive. Mais il y a aussi dans la gestion des ex, comment aussi le rendre un client ou le rendre un partenaire. Donc j'avais beaucoup d'ingénieurs ou de techniciens qui après voulaient en fait partir pour faire un projet de pré-retraite, mais on avait besoin de cette compétence. Donc on avait fait avec plusieurs cas où en fait il crée son entreprise, il crée sa patente et il reste pour nous par exemple 3 jours par semaine et par ailleurs il travaille. Il y a un autre ouvrier, on l'a aidé à monter son entreprise de, comment on appelle ça, les trucs où ils mettent la marchandise, comment on voit, les palettes, voilà, une entreprise de palettes, un autre qui voulait, ça c'est l'accompagnement et il devient un partenaire, un fournisseur, voilà. Donc plusieurs entreprises font ça, c'est l'accompagnement et puis tout ce qui est
entrepreneuriat social, etc. Avec donc l'entreprise, les limites, elle travaille en réseau et pourquoi pas travailler avec des fournisseurs qui sont des ex-collaborateurs. Ils vont garder cette bonne expérience, cette bonne relation et vont continuer à être des ambassadeurs de la marque. Donc, alors gourmandise aujourd'hui, c'est pas une pâtisserie, c'est pas fabriquer des gâteaux, c'est pas. Aujourd'hui, notre défi, notre challenge est très compliqué. Nous devons garantir et fournir des gâteaux tous les jours, frais, à 7 h du matin, de dessert à Djerba. Une diversité de gâteaux, un gâteau. Et la restauration, et les pâtes, et les pizzas, des produits frais de dessert à Djerba. Donc ce n'est pas juste du personnel, des collaborateurs qui fabriquent, c'est aussi des ingénieurs, c'est aussi un système d'information, c'est aussi une infrastructure et une organisation pour pouvoir faire tout ça. Donc, plus que toute autre entreprise aujourd'hui, non seulement on a 35 ans, donc on a toutes les générations, mais aussi on a une diversification de produits, restaurants, pizza, bar à salade, glace, ce qui fait que nous avons aussi une diversité dans notre population. Et donc, là, quand on parle de marque employeur, et si on est vraiment convaincu, c'est pas de faire la même chose pour tout le monde. Bien sûr, qu'un ouvrier qui est en train de fabriquer un gâteau tunisien ou un millefeuille ou de la glace, tout le respect pour lui, mais les exigences c'est son poste de travail, c'est c'est parce qu'on travaille quand les gens se reposent. Nous devons vous fournir, vous les clients, le samedi, le dimanche, le Ramadan, tout ce qu'il faut pour votre plaisir quand vous êtes en congé. Donc on travaille quand les gens se reposent, donc notre travail est très difficile. Donc cet employé, voilà, ce serveur, voilà, ce vendeur, les écoles ont tous les moyens pour qu'ils soient établis. Mais je c'est clair. Donc nous avons des choses, des moyens, des procédures et on offre pour chaque type de collaborateur un type de, suivant ses attentes et suivant son poste. Ça c'est clair qu'on ne peut pas, mais le team building, parce que ça fait que tout le monde se connaît, tout le monde se voit. On n'arrive plus, quand même qu'on a ça, donc on n'arrive jamais plus à fermer. Donc on fait en 4 fois, mais on mélange la population. Comme ça, il y a un vente, je mets le vente, je mets la production, etc. Donc vraiment, c'est plus difficile à gérer, parce que c'est beaucoup de générations en même temps, c'est le nombre est important, etc. Pour tout ce qui est formation. Alors la formation dans la marque employeur est quelque chose de très important. Sans formation, on ne peut pas garantir une fidélisation et une appartenance. La formation, il y a un grand technicien, il y a mais d'abord, il y a plus à la mode que l'année dernière et que l'année d'avant. Donc il faut de la formation en continu. Nous sommes certifiés ISO 9001-22 et nous sommes un secteur en manuel. La formation, que ce soit pour les ingénieurs, voilà les vendeurs, voilà les serveurs, voilà ceux qui fabriquent, est très importante. Et la formation, les soft skills, c'est très important pour tous les postes, la communication, la gestion du stress, la gestion d'équipe, tout ça c'est important et pour tous les postes. Et on en fait beaucoup. Et tout ce qui est formation technique aussi. Mais l'avantage aussi de Gourmandise, c'est qu'on essaie de sauter sur toutes les occasions de subvention, que ce soit من عند الدولة ولا من عند المونديال ولا من عند الاتحاد الأوروبي. Donc on a fait beaucoup de formations avec la VERD, avec le SADI, avec GIZ. هذوما حاجات اللي
Maintenant, dans des circonstances, on passe par des moments difficiles parce que quand on a investi en 2019 en restauration, 2020, j'ai le corona et donc on est un secteur sinistré. يكون أول حاجة المقفورة هي الcommunication والformation. Or, elle n'a pas du tout. D'abord, il y a la communication en marketing parce que je suis formée en marketing. Donc, je refuse d'arrêter la communication, le travail sur le produit et la marque. Et les formations aussi, parce que c'est l'un des objectifs que le client et le collaborateur et l'associé, donc les équipements d'encoche de formation et on en fait beaucoup. On fait de la formation en interne, parce que nos familles donc sur les produits, sur les procédures et tout, et on fait des formations techniques ou avec la soft skills, avec des consultants en externe, et on a toujours subventionné. نسلموا على مدام فرح ساعة. أنا جو suis là حتى للأخير. Merci beaucoup. Merci, j'étais vraiment ravie d'être avec vous ce matin et honorée. Inch'Allah, et merci pour l'invitation encore une fois. كمان أتكلم مدام Parmi nos valeurs, justement, c'est la générosité. Donc, cette disponibilité, là, on m'a dit que je peux le récompenser. Les cadeaux sont toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Donc, pour parler encore de la marque employeur et un volet que Madame Farah a un peu évoqué, c'est le volet RSE aussi. Nous, à Gourmandise, on essaie de faire beaucoup d'actions en RSE, on essaie de travailler justement sur du bénévolat, sur la mécénat, on aide des associations pour des actions pour entretenir des internats, voilà, des lycées. Voilà. Donc ce sont des choses importantes. On a une salle, on fait des cours de cuisine et de pâtisserie. On fait toujours des cours pour les enfants de SOS Gamma. C'est toujours dans le partage. Sur les réseaux. On نحكيو عليه ونحطوه sur les réseaux et ça c'est le développement de la marque en externe. Donc on fait des choses en interne, نوفروا لهم باش يحبوا les collaborateurs et comment ils peuvent être à l'aise في الخدمة واحد وكل, mais aussi on fait des choses en externe pour faire parler de la marque et pour attirer les gens comme clients et comme collaborateurs aussi. أنا غادي ما نسكتش كنسكت. La dernière question, à quel temps on doit quitter parce que l'amphi est redouble Allez-y. Merci. Madame, très enchantée. Je suis Nejel Faroud, je suis ancienne de l'ISG. Je suis enseignante et je suis une petite jeune femme de marque. Donc j'ai voulu, j'ai pas l'idée de coller les ressources humaines au marketing parce que j'ai pas digéré facilement ce mariage parce qu'en fait c'est la première fois que j'entends parler de la marque employeur, mais sauf que le marketing c'est généralement pour embellir. Mais là, on est en train ça doit exister d'abord, la marque, le travail, parce que si il est attiré par des effets marketing, il doit découvrir le réel, le premier jour. Mais c'est vraiment un marketing évolué, c'est pas un marketing classique de juste embellir ou attirer. Ça doit être, il y aurait des bases certainement. Ma deuxième question, c'est vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé de la concurrence, parce que la marque, lorsqu'elle commence,
et femme de marque, ça va rencontrer beaucoup de shooting de l'autre côté, parce que, et surtout maintenant, l'ère du digital, on peut à tous les moments attaquer les marques, surtout de l'agroalimentaire, par une AP qui existe on doit déjà ouvrir le couvercle et mettre des mouches dans les gâteaux et dire que voilà. Merci. En fait, on va faire du marketing du produit ou du marketing RH. Moi, je vais ce sont deux stratégies, deux démarches. Mais le plus important et le principe de base de deux démarches, c'est d'être honnête dans ce marketing. C'est vrai que chaque des conseillers du marketing, l'honnêteté, le marketing, mais la moi, mon expérience, dans la transparence et dans la qualité, notre marketing est honnête et notre marketing avec le personnel est honnête. Ah ben c'est vrai que Marc Neige à 100% de notre employeur, parce qu'on n'a pas les moyens pour. Parce que dis ma femme, parce que rien que مثلا البيروات كنا 10 personnes ولينا 20 بعد ولينا 30 زدنا عندنا بيروات توا باش نزيدوا نكريو دونك حتى pour l'infrastructure, c'est pas évident, surtout dans un monde très difficile aujourd'hui où il y a beaucoup de concurrence. Donc, quelle العقلية موجودة et on doit planifier les choses حتى هو يرتاحوا يرتاحوا باش يصير. احنا par exemple en 2012 on a construit un laboratoire pour la fabrication justement des gâteaux sur 1400 mètres carrés dans les normes internationales de l'agroalimentaire. Un employé chez Gourmandise عمره ما يلقى بقعة أخرى خير منها dans l'infrastructure حتى في الوطن. Donc c'est clair que l'infrastructure pour un employé qui fabrique des gâteaux ou un cuisinier عمره ما يلقاها خير que à Gourmandise, ça n'existe pas. Mais avoir un marketing qui n'est pas honnête, ce n'est pas conseillé. Par exemple, كيف كانك تقول الحقيقة على البرودوي نتاعك تقول الحقيقة على لي كونديسيون تاع الخدمة نتاعك. أنا دور الريكروتمون بالعكس خوفنا. خدمتنا سعيدة، نخدموا في عدد ترتاح. وراهو سي il faut du souffle, il faut aimer ce qu'on fait. باش نلقاو بعد لو كونترير ونبداو ندخلوا شوية بشوية باسكو سي ديفيسيل. وحاجة أخرى احنا les métiers dans l'ingénieur ولا le community manager ولا celui qui fait le marketing ولا l'achat ou quoi, ce sont des postes quel que soit le métier كيف. Mais احنا dans la fabrication un cuisinier ولا un pâtissier ساعات نلقاو برشا منهم فوق 70 فوق 50% منهم مشاو يقراو في الباتيسري خاطر مشاوش في الباك مش خاطر يحبوا الباتيسري. دونك لازمنا احنا نحبوهم في الباتيسري ونعلموهم et avec nous avec la formation ils côtoient des gens très intéressants باش يوليو عندهم une passion. C'est pas évident. Donc la mission est encore plus difficile. Mais pour la concurrence, oui, la concurrence est devenue, surtout dans notre secteur, et elle n'est pas structurée. Sur Facebook, ils sont très 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 nombreux. Ils nous portent préjudice, c'est sûr, parce que le gâteau qui est marqué sur la arbre, sur la miti, et dans l'illégalité, c'est pas de la concurrence loyale. Et donc, il fait les choses dans les règles, il respecte la qualité, mais il doit y avoir une veille concurrentielle à l'autre. Il ne faut pas s'arrêter un jour. Même à Hajj, si il y a un produit, il faut pas marque et après, il fait le nécessaire au lieu de je pense qu'il arrive à réussir certaines choses. Très bien. Donc, encore une fois, merci Madame Navé Kamoun, merci pour votre présence et merci pour la présence aussi, c'était important.
أنا بنتي جات je ne sais pas si ça peut se faire. Je voudrais innover sur le plan pédagogique. Je sais que ça existe dans les pays développés, à l'université, et l'entreprise. J'ai gagné des années de كمان